Ma sœur s'est moquée du cadeau de ma femme et l'a traité de Camelot devant tout le monde, alors j'ai répliqué en saisissant sa Peugeot, en annulant le paiement de son loyer et en exigeant chaque centime qu'elle me devait. Je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans, et je gagne ma vie en grimpant aux poteaux électriques. Un travail de monteur électricien. Je suis le gars que vous voyez dans une nacelle en train de réparer les lignes pendant les tempêtes, tandis que tout le monde est à la maison en train de se plaindre que sa connexion Internet est coupée. C'est un travail dangereux. Le genre où une seule erreur signifie que vous êtes cuit, mais sapé décemment. Environ 70 000 € par an, plus les heures supplémentaires quand Mère Nature fait des siennes. Ma femme Chloé et moi sommes mariés depuis 3 ans. Elle est institutrice en CE2, gagne environ 40 000 €, et arrive à ne pas perdre la tête en s'occupant d'enfants de 8 ans toute la journée. Nous vivons dans une jolie maison en périphérie de Lyon, conduisons des véhicules entièrement payés et avons même des économies. Un concept fou, je sais. Chloé est du genre à fabriquer des choses. Pas comme un passe-temps, mais parce qu'elle aime vraiment ça. Elle fait du patchwork, travaille le bois dans notre garage. À Noël dernier, elle a fabriqué de A à Z une table de salle à manger pour ses parents. Ça lui a pris 4 mois. Son père a pleuré en la voyant. C'est elle, tout simplement. Ma famille, c'est une toute autre histoire. Mon père, Gérard, 57 ans, était conducteur d'engin de chantier jusqu'à ce que son dos le lâche et que le diabète le transforme en un risque médical. Maintenant, il est en pension d'invalidité, touchant environ 1 700 € par mois et agissant comme si le monde lui devait quelque chose pour avoir vieilli. Ma mère, Martine, travaille comme réceptionniste dans un cabinet de chiropracteur. Ensemble, ils gagnent environ 4 000 € par mois. Leur crédit immobilier est de 1 400 €. Ajoutez les charges, les assurances, la nourriture et les médicaments de papa, et le calcul ne tombe pas juste. Mais au lieu de déménager pour plus petit ou d'ajuster leur style de vie, ils m'appelaient dès que les chiffres ne collaient pas, ce qui arrivait absolument tous les mois. Et puis il y a ma sœur Camille, 27 ans, un M60, et convaincue qu'elle est destinée à de grandes choses malgré l'absence totale de preuves pour étayer cette théorie. Elle se cherche depuis 10 ans, passant d'un petit boulot dans la vente à des cours à la fac qu'elle ne finissait jamais. Elle a ce truc où elle poste une photo dans un café branché avec une légende du genre « Je me fais plaisir parce que prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme ». Et puis 3 heures plus tard, elle m'envoie un texto pour me demander de lui prêter de l'argent pour l'essence. Ça a commencé comme ces choses-là commencent toujours. De petites faveurs qui se sont transformées en attentes. Le camion de papa avait besoin d'un nouveau radiateur. L'assurance de la voiture de maman arrivait à échéance. Le téléphone de Camille a été coupé parce qu'elle avait dépensé l'argent de sa facture pour un festival de musique. Chaque fois, c'était temporaire, chaque fois, il promettait de me rembourser. Et chaque fois, j'étais le méchant si je ne réagissais pas assez vite. Le premier gros coup a été le camion de papa. Il avait ignoré un bruit dans le moteur pendant des mois parce qu'il roulait encore bien. Puis il est tombé en panne sur l'autoroute en pleine heure de pointe. Le remorquage a coûté 150 €. La réparation, 2 800 €. Sa pension d'invalidité était déjà partie dans les factures et le salaire de maman n'arrivait que dans une semaine. Alors j'ai payé. Que étais-je censé faire d'autre? Le laisser en plan. Cela a ouvert les vannes. Chaque problème est devenu mon problème. Le chauffe-eau est mort. Appelle Antoine. La taxe foncière est en retard. Antoine s'en occupera. La voiture de maman a besoin de nouveaux freins. Antoine s'en charge. Je couvrais au moins 800 € par mois de leur déficit hypothécaire. Leur assurance auto, leur facture internet. J'ai même payé pour la surveillance de leur système de sécurité parce que maman avait peur d'être seule à la maison. Chloé a essayé de me prévenir très tôt. Nous étions mariés depuis peut-être 1 an quand elle a abordé le sujet pour la première fois. Ils se servent de toi, a-t-elle dit. Pas méchamment, juste en énonçant les faits. C'est ma famille. Ils ont besoin d'aide. Il y a aider et il y a entretenir une dépendance. Ça, c'est de la dépendance. Je ne voulais pas l'entendre. Les parents de Chloé sont tous deux des comptables à la retraite qui ont réellement planifié leur retraite. Ils ne demandent pas d'argent à leurs enfants parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ma famille fonctionne sur un système différent, le système Antoine va arranger ça. Avec le recul, je peux identifier le moment exact où l'on est passé de l'aide à l'exploitation. Mais je ne voulais pas le voir.
Je voulais croire que j'étais un bon fils, un grand frère responsable. Ce que j'étais en réalité, c'était un pigeon. Mon collègue Julien me l'a fait remarquer un jour. Nous étions en haut d'un poteau en train de remplacer un isolateur et j'ai mentionné que je devais encore couvrir une facture pour mes parents. « Mec, tu ne les aides pas ?» a-t-il dit. « Tu les laisses rester des enfants. Les adultes règlent leurs problèmes. Les enfants appellent papa quand ça va mal. Sauf que maintenant, le papa, c'est toi. » Il n'avait pas tort. Mais les familles sont compliquées, n'est-ce pas? On ne coupe pas les ponts avec les gens juste parce qu'ils ont des difficultés. Sauf qu'ils n'avaient pas vraiment de difficultés. Ils étaient juste mauvais avec l'argent. La vraie folie, c'était le projet de boutique de Camille. Il y a 2 ans et demi, elle est arrivée chez nous avec un business plan. Un vrai business plan. Elle voulait ouvrir une boutique de vêtements dans l'un de ses nouveaux centres commerciaux de plein air très tendance. Mode féminine haut de gamme, collection triée sur le volet, toute l'esthétique Instagram. Ce n'est pas juste de la vente, expliquait-elle. C'est une expérience de shopping. Les femmes veulent se sentir spéciales. Je crée une atmosphère. Je dois lui accorder ça. La recherche était bonne. Analyse de marché, démographie cible, prix de la concurrence, revenus prévisionnels. Elle avait même trouvé un local et négocié un bail. La somme dont elle avait besoin était de 50 000 €. Cela couvrait le dépôt de garantie du bail, les rénovations, le stock initial, le marketing et 6 mois de frais de fonctionnement. La réponse de Chloé quand je lui en ai parlé a été immédiate et ferme. Absolument pas, c'est ma sœur. Elle a 27 ans et n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an. Tu penses vraiment qu'elle va gérer une entreprise avec succès? Mais j'étais déjà à moitié convaincu. J'ai contacté un avocat spécialisé en contrat, Maître Dubois, par l'intermédiaire d'un gars de mon équipe. Nous avons rédigé un véritable contrat de prêt, avec un taux d'intérêt annuel de 6%, sur une durée de 48 mois, avec des mensualités de 1 150 €. Et voici la partie importante, sa Peugeot 3008 de 2018 en garantie. Quand j'ai montré les papiers à Camille, elle a piqué une crise. Pourquoi tu rends les choses si compliquées? On est de la famille. C'est insultant. Ce sont les affaires. Tu veux être une chef d'entreprise. C'est comme ça que les affaires fonctionnent. Elle a signé, principalement parce qu'aucune banque ne voulait lui prêter avec son dossier de crédit. La rénovation a duré 4 mois. Elle s'y est jetée avec plus d'énergie que je ne lui en avais jamais vu. La transformation était réellement impressionnante. Elle a transformé un espace de vente banal en quelque chose qui aurait sa place dans un quartier branché du centre-ville. Les 8 premiers mois se sont bien passés. Les paiements arrivaient à temps. Elle m'envoyait des rapports de revenus mensuels qui montraient de vrais chiffres, et l'endroit semblait animé chaque fois que je passais devant. J'ai commencé à penser qu'elle avait peut-être enfin mûri. Puis le 9e mois est arrivé. Le paiement était en retard. Pas de beaucoup, juste quelques jours, mais en retard. Le 10e mois, encore plus tard. Le 11e mois, pas de paiement du tout. Les rapports de revenus se sont arrêtés. À la place, j'ai reçu des textos vagues sur des problèmes de trésorerie et des promesses qu'elle rattraperait bientôt son retard. Pendant ce temps, son Instagram était rempli de week-ends improvisés, de nouvelles tenues, de dîners coûteux. Le compte de la boutique est passé de la présentation de produits réels à la publication de citations de motivation. Elle dépensait de l'argent comme si elle en avait, tout en me devant plus de 40 000 €. La boutique périclitait parce qu'elle la traitait comme sa tirelire personnelle au lieu d'une entreprise. Sur un total de 18 mois, elle a effectué des paiements. Les 8 premiers étaient à temps, puis les choses sont devenues de plus en plus sporadiques et tardives. Puis sont venus 7 mois sans absolument rien. Au moment où j'ai décidé que ça suffisait, 25 mois après le début du prêt, elle me devait 40 000 €. Et elle avait encore le culot d'agir comme si j'étais déraisonnable. Pendant que Camille menait sa boutique à la faillite, mes parents augmentaient leur propre dépendance. Je subvenais aux besoins de 4 adultes. Le pire n'était pas l'argent. C'était le sentiment que tout leur était dû. Le manque total de gratitude. Pour eux, mon soutien n'était pas de l'aide. C'était juste ce que j'étais censé faire puisque je gagnais bien ma vie. Chloé a cessé d'être subtile à ce sujet. Tu entretiens leur dépendance. Ce sont des adultes. Ils devraient se comporter comme tels. Qu'est-ce que je suis censé faire? Les laisser tout perdre?
Ils ne vont pas tout perdre. Ils trouveront une solution comme tout le monde. Mais pourquoi le ferait-il alors que tu es toujours là pour les rattraper? Elle avait raison. Le point de rupture approchait. Je ne le savais tout simplement pas encore. Le 57e anniversaire de papa approchait à la fin du mois d'octobre. Il laissait entendre depuis des semaines qu'il voulait faire quelque chose de différent cette année, quelque chose de plus spécial que le barbecue habituel dans le jardin. Entre l'examen de son dossier d'invalidité, qui venait d'être de nouveau refusé, et sa déprime générale face au vieillissement, je me suis dit qu'il méritait quelque chose de bien. J'ai donc organisé une vraie célébration. J'ai réservé un salon privé dans un restaurant courte paille pour 220 €, commandé un gâteau personnalisé, acheté des décorations, et me suis coordonné avec la famille. J'ai même pris 3 jours de congé. Mais le vrai cadeau était dans mon allée, recouvert d'une bâche. Un Citroën C5 Aircross de 2019 avec 68 000 km au compteur. 4 roues motrices, papier en règle, garantie prolongée. Il m'a coûté 22 000 €. Leur vieille Peugeot 307 était en fin de vie. Et avec les rendez-vous médicaux de papa et le trajet de maman pour le travail, ils avaient besoin de quelque chose de fiable. J'avais passé 3 semaines à trouver le bon modèle. Fiable, économique, sûr. Le C5 Aircross cochait toutes les cases. J'ai même payé cette garantie prolongée parce que je savais que papa ne l'entretiendrait pas correctement. C'est là que j'ai fait une erreur. J'ai parlé de la fête à Camille. J'avais besoin de son aide pour amener maman et papa sans gâcher la surprise. Elle a semblé bizarre à ce sujet. Trop intéressée par les détails. Qui d'autre venait? À quelle heure exactement? Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant pour la voiture? Elle a proposé de tout coordonner pour que je puisse me concentrer sur la surprise. 27 octobre, la veille de la fête. Chloé a passé 6 heures à fabriquer quelque chose de spécial. Pas n'importe quel cadeau, mais un patchwork fait main. Un grand patchwork avec un motif personnalisé qu'elle avait conçu elle-même, incorporant les couleurs préférées de papa et une photo de famille qu'elle avait transférée sur du tissu comme pièce maîtresse. Elle y avait travaillé d'arrache-pied tous les soirs après l'école, tous les week-ends, cousant les sections à la main, arrangeant soigneusement les motifs, s'assurant que chaque détail était parfait. Je l'avais regardé y passer des heures, se piquant les doigts, refaisant les sections qui n'étaient pas tout à fait justes. « Tu crois que ça va lui plaire ?» a-t-elle demandé en le pliant soigneusement dans une boîte cadeau. « Il va adorer. C'est incroyable. » C'était vraiment le genre de cadeau qu'on ne peut pas acheter. Le genre qui montre une vraie réflexion et un réel effort. 28 octobre, 19 h. Chloé et moi sommes assis dans ce salon privé du courte paille, à regarder des chaises vides pendant que la serveuse nous demande si nous voulons commander des apéritifs pour la table. Ils sont juste en retard, dis-je en vérifiant mon téléphone. Sûrement les bouchons. 19h20, j'appelle papa. Directement sur la messagerie. 19h35, j'essaie maman. Messagerie. 19h50, j'appelle Camille. Son numéro renvoie un message disant qu'il a été déconnecté. À 20h15, Chloé et moi mangions des steaks coûteux seuls, pendant que j'envoyais des textos à tous les membres de la famille que je pouvais. Aucun d'eux ne répondait. Les autres clients commençaient à dévisager le couple triste dans la salle de fête avec des ballons et des décorations, mais sans fête. « Il y a quelque chose qui ne va pas », dit doucement Chloé. « Ce n'est pas un accident. » C'est alors que j'ai fait l'erreur de vérifier les réseaux sociaux. La story Instagram de Camille, postée environ 45 minutes plus tôt, montrait une photo avec la légende « La vraie famille fait la fête ensemble ». Joyeux anniversaire, papa. Les photos montraient tout le monde, maman, papa, oncle Bruno, tante Christine, mes cousins, tous dans le garage de papa en train de manger de la pizza et de rire. Papa portait un chapeau d'anniversaire, tenant ce qui ressemblait à une bouteille de quelque chose, souriant plus largement que je ne l'avais vu depuis des mois. La story suivante était pire. Certains pensent que les restaurants chics comptent plus que l'amour authentique. Nous, on sait ce qui est important. J'ai continué à faire défiler ces stories. Elle en avait posté au moins 8. L'une montrait papa coupant un gâteau de supermarché avec « Joyeux anniversaire Gérard » écrit en glaçage bleu. Une autre montrait oncle Bruno portant un toast. Chaque story ressemblait à une pique délibérée. Les eurodatages montraient qu'ils avaient commencé la fête exactement au moment où la mienne était censée commencer. C'était coordonné. Puis la conversation de groupe familial a explosé.
Camille, j'espère que toi et Chloé avez apprécié de manger seul. Papa a eu un vrai anniversaire avec des gens qui tiennent vraiment à lui. Maman, la meilleure surprise d'anniversaire de tous les temps. Tellement reconnaissante pour ceux qui sont présents quand ça compte. Tante Christine, Gérard avait l'air si heureux. C'est ça qui compte. Personne n'a mentionné que j'étais censé être là. Personne n'a demandé pourquoi je n'étais pas à la fête que j'avais organisée. C'était délibéré, calculé. Tout avait été mis en place spécifiquement pour m'exclure. Je suis resté assis là, à lire message après message, à les regarder tous sans rajouter. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Chaque commentaire était conçu pour remuer le couteau dans la plaie. J'ai tapé, intéressant que personne n'ait pensé à me le dire. Je suis assis aux courtes pailles depuis plus d'une heure. Le chat est devenu silencieux pendant 1 minute. Puis Camille a répondu, « Oh, tu t'es vraiment pointé là-bas ? On pensait que tu serais trop occupé à compter ton argent pour te soucier de la famille. Oncle Bruno, peut-être que la prochaine fois, tu n'essaieras pas d'en faire une démonstration de richesse. » C'est là que j'ai compris quelque chose. Il me punissait pour avoir demandé à Camille de rembourser son prêt, pour ne pas avoir été disponible chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent. Chloé a vu mon visage changer. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je lui ai montré le téléphone. Sa mâchoire s'est crispée. Ils ont tout organisé pour te faire du mal. D'autres messages continuaient d'arriver. Camille, on en a parlé et on a décidé que papa méritait une fête avec des gens qu'il aime, pas des gens qui essaient d'acheter son affection. Maman, la pizza et la famille valent mieux que les restaurants chics n'importe quel jour. Papa n'avait encore rien dit. Puis son message est arrivé. Papa, j'ai passé une super soirée. Merci à tous ceux qui l'ont rendu spécial. Ça a fait plus mal que tous les messages de Camille réunis. Il était de mèche. Je suis resté assis là, à fixer mon téléphone, pendant que Chloé me regardait encaisser le coup. Le dîner coûteux était à moitié mangé devant nous. La boîte cadeau avec le patchwork était posée sur une chaise vide. Les ballons que j'avais payés semblaient ridicules maintenant. Chloé a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Ils ont planifié ça. Ta sœur a organisé tout ça spécifiquement pour t'humilier. J'ai tapé dans le groupe de discussion, c'est quoi votre putain de problème ? Je suis assis seul au dîner d'anniversaire de papa. Celui que j'ai organisé et payé. 2 minutes complètes de silence. Puis Camille, reste seul avec ton cadeau pathétique. Personne ne veut de ton argent ou de tes cadeaux. Quelque chose en moi a cédé. Je suis sorti sur le parking, j'ai retiré la bâche du C5 Aircross, j'ai pris une photo avec le gros nœud rouge et je l'ai envoyé au groupe. Ne vous inquiétez pas, je vais très certainement garder mon cadeau. Ils l'ont vu et ils ont pété les plombs. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Papa d'abord, puis maman, puis oncle Bruno. Le groupe de discussion s'est rempli de messages. Papa, attends. C'est une nouvelle voiture ? Maman, Antoine, qu'est-ce que c'est que ça ? Camille, silence complet. Oncle Bruno, minute. Tu as acheté une voiture à Gérard ? Ils ont commencé à appeler sans arrêt. Le chat s'est rempli de rétropédalage. C'était un malentendu. Nous devons en parler. Ne faisons rien que nous pourrions regretter. Je n'ai répondu à aucun appel. Quand nous sommes rentrés à la maison, Chloé a préparé du thé et nous nous sommes assis sur le canapé. Elle n'a rien dit, attendant juste que je digère. Camille leur a dit de ne pas venir à ma fête. Elle en a organisé une autre spécifiquement pour m'embarrasser. J'ai regardé la boîte cadeau sur notre table de salle à manger. 3 mois de travail, des heures de couture minutieuses faites avec amour pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai compris exactement ce que ma famille pensait de moi. Je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais une ressource, un distributeur de billets. Je vais tout faire cramer, ai-je dit. Chloé a hoché la tête. Bien. Lundi matin, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Maître Dubois, l'avocat qui avait rédigé les documents de prêt de Camille. Je veux exécuter la clause de déchéance du terme, lui ai-je dit. Solde total du sous 30 jours, sinon je prends la Peugeot et je liquide les actifs de l'entreprise. Cette clause que Camille pensait n'être que du jargon juridique formel. Totalement exécutoire. Elle était en défaut de paiement depuis 7 mois, ce qui me donnait le droit légal d'exiger le paiement immédiat de la totalité des 40 000 €.
Bien sûr, à 10 mètres du bois. J'aurai la lettre de mise en demeure rédigée d'ici la fin de la journée. Elle a signé un contrat valide et l'a violé à plusieurs reprises. Si elle essaie de contester, ça lui coûtera encore plus cher. Pendant que Maître Dubois s'occupait de la partie juridique, j'ai commencé à couper les vivres. Chaque virement automatique, chaque facture que je couvrais, chaque abonnement, terminé. Leur aide au crédit immobilier, 800 € par mois, supprimé. Leur internet, annulé. L'assurance auto que je couvrais, fini. Même les abonnements de streaming, au revoir. Chaque annulation était comme si je me débarrassais d'un sac de 50 kg sur mes épaules. Cet après-midi-là, je suis allé directement à la boutique de Camille. Elle était avec une cliente, jouant son rôle de styliste personnel. Je suis passé devant la cliente sans m'arrêter et je suis allé directement dans l'arrière-boutique. Camille m'a suivi, agacé, mais essayant de maintenir sa façade professionnelle. J'ai posé les documents juridiques sur son bureau sans dire un mot. Demande de paiement intégrale, 30 jours. Conséquence clairement soulignée en gras. Tu as 30 jours pour payer la totalité. 40 000 €. Après ça, je prends la Peugeot et je liquide les actifs de l'entreprise. Elle a fixé les papiers. C'est une blague. Je suis très sérieux. Tu voulais jouer à des jeux? C'est parti. Son visage est passé par plusieurs émotions. La confusion, la colère, puis le mode manipulation. Tu fais vraiment ça à cause d'une fête d'anniversaire, parce que tes sentiments ont été blessés? Non, c'est à propos d'un prêt de 50 000 € que tu n'as pas remboursé. L'anniversaire n'était que la cerise sur le gâteau. J'allais rattraper mes paiements. Les affaires ont été lentes. Les affaires ont été lentes parce que tu traites ta boutique comme ton compte shopping personnel. C'est fini, Camille. Paie ou perds tout. Elle a ensuite essayé les larmes. Antoine, s'il te plaît. Je suis ta sœur. On est de la famille. Non, on ne l'est pas. Les affaires sont les affaires. Tu as 30 jours. Je l'ai laissé là, planté. Depuis le parking, j'ai appelé une société de recouvrement de véhicules. Ils étaient très intéressés par une Peugeot 3008 avec une base légale claire pour la reprise de possession. Prochain arrêt, la maison de mes parents. J'ai trouvé Gérard et Martine dans leur salon. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, et j'ai pu voir qu'ils avaient préparé un discours. À partir du mois prochain, vous payez votre propre crédit, ai-je dit. La totalité des 1400 €. Maman a cligné des yeux. Antoine, on ne peut pas se le permettre sans ton aide. Alors j'imagine que vous feriez mieux de trouver une solution, comme des adultes. Papa s'est levé, essayant sa tactique d'intimidation. Tu vas nous mettre à la rue pour un malentendu? Un malentendu? Vous vous êtes tous pointés à la fête de Camille pendant que j'étais assis seul à celle que j'avais organisée et payée. Ce n'est pas un malentendu. C'est délibéré. Et la voiture? La voix de maman est devenue plus faible. Tu l'avais achetée pour l'anniversaire de Gérard, non? Ouais. Jusqu'à ce que vous décidiez qu'il était plus amusant de m'humilier que d'avoir un moyen de transport fiable. Le C5 Aircross reste avec moi. Tu ne peux pas être sérieux, a dit papa. La 307 est en train de tomber en morceaux. Vous auriez dû y penser avant que ta fille et toi ne fassiez ce coup. C'est cruel, a dit maman, les larmes aux yeux. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu nous dois bien ça. Je ne vous dois rien. Ta femme, a commencé papa. N'y pense même pas, Chloé a passé 3 mois à faire un patchwork à la main pour papa. 3 mois. Elle y a mis tout son cœur. Et vous avez choisi la fête de Camille où, je parie, vous avez eu quoi? De la pizza? Peut-être un gâteau de supermarché? Le regard sur leur visage l'a confirmé. Je me suis dirigé vers la porte. Débrouillez-vous. Dès le mardi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maintenant, c'était oncle Bruno qui appelait. Tante Christine. Même mon cousin Nicolas. Oncle Bruno a laissé un message vocal. Antoine, tu dois te calmer. La famille ne se fait pas ça. Tes parents ont besoin d'aide. Camille essaie de construire quelque chose et tu es juste égoïste. Rappelle-moi pour qu'on puisse arranger ça. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai envoyé un texto groupé à tous. Je soutiens ces gens depuis des années.
Camille me doit 40 000 € et n'a pas payé depuis 7 mois. Ils ont organisé une fête spécifiquement pour nous humilier, Chloé et moi. Si l'un d'entre vous veut tellement les aider, n'hésitez pas à ouvrir votre propre portefeuille. Sinon, restez en dehors de ça. Ça a calmé la plupart d'entre eux. Oncle Bruno a essayé une dernière fois. Ton père est mon frère. Je ne vais pas le regarder galérer. Alors aide-le. Personne ne t'en empêche. Je n'ai pas ce genre d'argent, Antoine. Moi non plus, maintenant. Débrouille-toi. Tante Christine a adopté une approche différente. Elle s'est présentée chez nous le mercredi soir. Chloé a ouvert la porte pendant que j'étais dans le garage. Antoine doit comprendre ce qu'il fait, je l'ai entendu dire. Gérard et Martine sont en difficulté. La réponse de Chloé était glaciale. Ils ont organisé une fête pour nous exclure et nous humilier. Ils se sont moqués d'un cadeau que j'ai mis 3 mois à faire. Et ils utilisent Antoine comme un distributeur de billets depuis des années. Il en a fini. Mais ce sont ses parents. Être parent ne vous donne pas le droit d'exploiter vos enfants. Christine a essayé de pousser Chloé. Je dois parler à Antoine. Je suis sorti du garage. Christine m'a vu et est immédiatement passée en mode culpabilisation. Antoine, ta mère pleure tous les soirs. La santé de ton père se dégrade. Tu es en train de les tuer avec ça. Non, ce n'est pas le cas. Ils voulaient une famille. Ils auraient dû se comporter comme tels. Elle est partie, mais pas avant de dire que la famille, c'est pour toujours et que l'argent est temporaire, et que Dieu n'est pas fier de ce que je fais. Bien sûr. Il fallait qu'elle sorte cette carte. Les conséquences se sont enchaînées au cours des semaines suivantes comme des dominos qui tombent. Première semaine, la Peugeot de Camille a disparu. La société de recouvrement l'a remorquée depuis le parking de son lieu de travail en plein après-midi, devant tout le monde. Elle a posté des vidéos en larmes sur Instagram, affirmant que son véhicule avait été volé, demandant si quelqu'un l'avait vu. La Peugeot a été vendue aux enchères pour 20 000 €. Ce montant a été immédiatement déduit de sa dette, ramenant ce qu'elle devait à 22 500 € plus les intérêts courants. 3 semaines plus tard, sa boutique a fermé. Il s'avère que lorsque vous êtes en défaut sur un prêt commercial et que vous ne pouvez pas payer le loyer, les propriétaires ne sont pas impressionnés. Maître Dubois s'est occupé de la saisie des actifs. Ils ont vendu le matériel et le bail a été résilié. Camille a tenté d'obtenir des prêts d'urgence auprès de 3 établissements différents. Tous ont vérifié son historique de crédit, ont vu le prêt commercial en défaut et l'ont rejeté immédiatement. Maintenant, elle travaille à Carrefour, gagnant le SMIC plus les pourboires qu'elle peut grappiller. Elle vit dans un studio au-dessus d'un restaurant chinois où l'odeur de riz frit est omniprésente. Son nouveau petit ami, Théo, est un aspirant influenceur qui joue à des jeux en ligne et lui emprunte de l'argent qu'il ne rembourse jamais. Mes parents ont tenu plus longtemps, mais pas beaucoup plus. Le premier mois, ils ont survécu en empruntant à oncle Bruno et en vendant certains des bijoux de maman. Le deuxième mois, ils étaient en retard sur tout. La société de crédit a commencé à appeler quotidiennement. Papa a trouvé un travail à temps partiel chez Leroy Merlin, ce qui, avec son dos, a dû être une torture. Maman a rejoint un de ces systèmes pyramidaux qui vendent des chèques minceurs. La 307 est morte complètement la 6e semaine. Elle s'est juste éteinte sur un parking et n'a jamais redémarré. La réparation aurait coûté plus cher que la valeur de la voiture. Depuis, ils se déplacent à pied ou se font conduire par des voisins. Au 3e mois, ils ont reçu un avis d'expulsion, 30 jours pour payer ou partir. Ils ont fini dans un appartement de 3 pièces dans un quartier sensible, le genre d'endroit où l'on entend constamment les sirènes. Le loyer y est en fait plus élevé que ne l'était leur mensualité de crédit, mais avec un dossier de crédit ruiné, aucune banque ne voulait travailler avec eux. 6 semaines après que je leur ai coupé les vivres, tout a atteint un point critique un jeudi soir vers 21 h. Quelqu'un a commencé à marteler notre porte d'entrée. Pas frapper, marteler. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Camille. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Les cheveux en désordre, le maquillage qui avait coulé, portant des vêtements que je reconnaissais d'il y a des années. Elle titubait légèrement. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Elle a ri et je pouvais sentir l'alcool dans son haleine. Je veux récupérer ma vie. Je veux que tu arrêtes d'être un salaud rancunier et que tu répares ce que tu as détruit. Elle tenait quelque chose.
Il m'a fallu une seconde pour réaliser que c'était une bouteille à moitié vide. Tu as détruit mon entreprise. Tu as pris ma voiture. Tu as tout ruiné parce que tu n'as pas supporté un dîner de famille. Tu n'as pas remboursé un prêt. Les actions ont des conséquences. J'étais en train de construire quelque chose. Sa voix est devenue plus forte. Les voisins commençaient à regarder par les fenêtres. J'avais un plan. J'avais des clients, et tu as tout jeté en l'air parce que ton ego a été blessé. Camille, tu dois partir. Chloé est apparue derrière moi. Tu dois partir maintenant. Camille s'est concentrée sur elle et quelque chose de laid a traversé son visage. Oh, la voilà. La femme parfaite. Dis-moi, Chloé, ça te fait du bien? Ça te fait du bien de le regarder détruire sa famille pour ton stupide patchwork? Pardon? La voix de Chloé est devenue glaciale. Ce patchwork pathétique que tu as fait. Comme si quelqu'un voulait de cette camelote faite à la main. Tu te crois si spécial parce que tu sais coudre? Scoop, tout le monde s'en fout. Cela a dépassé les bornes. J'ai fait un pas en avant, me mettant entre Camille et Chloé. Tu ne parles plus jamais à ma femme. Pars maintenant. Sinon quoi? Tu vas encore plus ruiner ma vie? C'est trop tard, Antoine. Tu n'es qu'un loser aigri qui ne supporte pas que les gens s'amusent sans lui. Elle devenait de plus en plus agitée, gesticulant sauvagement avec la bouteille. Tu te crois si génial parce que tu grimpes au poteau? Tu n'es rien. Juste un diplômé du lycée qui a eu de la chance. Dernier avertissement. Pars. Fais-moi partir. C'est laquelle a fait quelque chose de stupide. Elle a jeté la bouteille, visant droit sur Chloé. J'ai bougé rapidement, j'ai levé la main. La bouteille a heurté ma paume au lieu du visage de Chloé, a rebondi et s'est brisée sur notre perron. Du verre et du liquide partout. Camille a regardé ce qu'elle avait fait, et pendant une seconde, la réalité a semblé la frapper. Puis elle s'est enfuie. Chloé était déjà au téléphone en train d'appeler le 17. La police est arrivée en moins de 10 minutes. Ils ont trouvé Camille 2 rues plus loin, assise sur un trottoir, en train de pleurer. Notre voisin avait filmé toute la scène. Voulez-vous porter plainte, a demandé le policier après avoir pris nos dépositions. J'ai regardé Chloé. Elle avait une coupure au bras à cause d'un éclat de verre. Oui, ai-je dit. Je veux porter plainte. Ils l'ont arrêtée pour agression et ivresse sur la voie publique. Le lendemain, je suis allé au tribunal, j'ai rempli les papiers pour une ordonnance de protection, j'ai apporté la preuve vidéo, les photos du bras coupé de Chloé, les déclarations de notre voisin. Le greffier a tout traité efficacement. L'ordonnance temporaire est entrée en vigueur immédiatement. Camille ne pouvait pas s'approcher à moins de 100 mètres de moi, de Chloé ou de notre maison. Aucun contact par quelque moyen que ce soit. Toute violation signifiait une peine de prison immédiate. 2 semaines plus tard, la date d'audience pour l'ordonnance de protection est arrivée. Camille s'est présentée, l'air abattu. Elle avait engagé un avocat au rabais qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Le juge a examiné les preuves, regardé la vidéo, regardé les photos médicales de Chloé, lu le rapport de police. Vous avez jeté une bouteille au visage de quelqu'un, a dit le juge. Vous étiez en état d'ivresse sur leur propriété. Vous avez proféré des menaces. Comprenez-vous la gravité de la situation? Camille a essayé de parler, mais son avocat l'a interrompu. Il a fait un discours sur les conflits familiaux et la détresse émotionnelle. Le juge n'a pas mordu. Ordonnance de protection permanente accordée. Vous maintiendrez une distance de 100 mètres de monsieur et madame Antoine, en tout temps. Aucun contact par quelque moyen que ce soit, y compris les médias sociaux ou des tiers. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Comprenez-vous? Camille a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. L'accusation d'agression était distincte. C'est allé au bureau du procureur. Ils ont proposé une plaidoirie de culpabilité, 6 mois de sursis, une amende, le remboursement des dommages et une thérapie obligatoire. Son avocat lui a conseillé d'accepter. Elle l'a fait, mais la situation a empiré. Mes parents ont décidé de redoubler d'efforts. Ils ont commencé à se présenter à mon travail, d'abord pendant les pauses déjeuner, attendant près de mon camion. Quand j'ai refusé de discuter, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils se sont présentés pendant mon service,
entrant même sur la propriété de la compagnie d'électricité pour essayer de me confronter. Mon superviseur a dû les escorter hors des lieux à 2 reprises. Antoine, je t'apprécie, mais si ta famille continue de se présenter ici, ça devient un problème de sécurité. La prochaine fois, j'appelle la police. Ils ont également commencé à venir chez nous. À des heures différentes, essayant de nous prendre au dépourvu, martelant la porte, exigeant que je couvre les frais médicaux de papa. La voiture de Chloé a été bloquée une fois dans notre allée quand ils se sont garés derrière et ont refusé de bouger jusqu'à ce que je leur parle. L'accusation d'agression contre Camille a été maintenue. 6 mois de sursis, une amende de 1 000 € et 350 € pour remplacer notre luminaire endommagé. Son petit ami Théo l'a quitté le lendemain de l'arrestation. 2 semaines plus tard, maman a appelé. Sa voix tremblait. « Antoine, s'il te plaît. Ton père s'est effondré au travail. Son taux de sucre dans le sang était dangereusement élevé. Il est à l'hôpital. Nous ne pouvons pas payer les factures. L'ancien Antoine aurait été à cet hôpital en 10 minutes. C'est dur, maman. J'espère que vous trouverez une solution. Il pourrait mourir, Antoine. Ton père pourrait mourir parce que nous ne pouvons pas payer le traitement. Vous auriez dû y penser avant de nous humilier, ma femme et moi. Nous avons eu tort. L'histoire de la fête était stupide et cruelle. Nous le savons maintenant. S'il te plaît, ne nous punis pas en laissant Gérard mourir. Je ne punis personne. Je ne paie juste plus. L'hôpital public a des programmes d'aide. Renseignez-vous. J'ai raccroché. C'était brutal. Ça faisait mal, mais je le pensais. 3 jours plus tard, Camille s'est de nouveau présentée chez nous. Cette fois, elle avait l'air complètement brisée. « Je connais l'ordonnance de protection », a-t-elle dit depuis notre trottoir. « J'ai juste besoin de dire quelque chose. S'il vous plaît, écoutez-moi. » Chloé se tenait à côté de moi dans l'embrasure de la porte. « Fais vite. Je suis désolé. Je comprends enfin ce que j'ai fait. » La fête, le prêt, les moqueries sur le patchwork de Chloé, le jet de la bouteille, tout. « D'accord, ai-je dit. Papa est à l'hôpital. Maman s'effondre. J'ai 2 emplois, j'ai à peine les moyens de payer un studio qui sent les ordures. Et tout est de ma faute. » Elle pleurait maintenant. « Je sais que je ne mérite pas d'aide, mais s'il vous plaît, ne laissez pas papa mourir à cause de moi. Je travaillerai le reste de ma vie pour vous rembourser. Je signerai n'importe quoi, je ferai n'importe quoi. Juste, s'il vous plaît, aidez-le. » J'ai regardé Chloé. Elle a secoué légèrement la tête. C'était ma décision. J'y réfléchirai, ai-je dit. Je les ai fait attendre 4 jours. Le 5e jour, j'ai appelé Maître Dubois. J'ai besoin que vous rédigiez quelque chose. Plusieurs accords, des termes très spécifiques. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence du cabinet de Maître Dubois. Moi, Chloé, Maître Dubois en bout de table. Camille, maman et papa de l'autre côté. Oncle Bruno aussi, puisqu'il avait été impliqué. Voici comment ça va se passer, ai-je commencé. Ce sont les termes. Non négociables. Vous signez tout, ou vous n'obtenez rien. Premier document pour Camille. Après la vente de la Peugeot pour 20 000 €, tu me dois 22 500 € plus 2 500 € pour les frais juridiques supplémentaires et les dommages liés à l'agression. Total, 25 000 €. Tu me paieras 550 € par mois jusqu'à ce que ce soit couvert, plus 6% d'intérêt. Si tu manques un seul paiement, c'est fini pour toujours. Pas de prolongation, pas d'excuse. L'ordonnance de protection reste en place jusqu'à ce que la dette soit entièrement remboursée. Elle a hoché la tête immédiatement. Oui, tout ce que tu veux. Deuxième document pour mes parents. Je couvrirai les frais médicaux critiques de papa. C'est-à-dire l'insuline, les médicaments nécessaires et les visites médicales essentielles. Je fournirai également 350 € par mois pour le loyer. C'est tout. Tout cela vient avec 6% d'intérêt et un plan de paiement sur 5 ans. Une fois que papa sera stable, vous commencerez à me rembourser. Si vous manquez un seul paiement, l'aide s'arrête immédiatement. Nous comprenons, a dit maman doucement. Vous assisterez également à un conseil financier, à chaque session. Je recevrai des rapports de progression. Si vous en manquez un, l'accord est rompu.
Papa avait l'air de vouloir argumenter mais savait qu'il valait mieux ne pas le faire. D'accord. Et pour l'anniversaire? Vous allez poster une explication publique de ce qui s'est passé sur Facebook. Sans rien édulcorer. Vous allez l'assumer. C'est humiliant, a dit maman. Oui, ça l'est. Encore une chose. Chloé reçoit des excuses, en personne, devant nous tous. Camille s'est tournée vers Chloé. Je suis tellement désolé. Le patchwork était magnifique. Tu y as passé des mois, et je me suis moqué parce que j'étais jalouse et mesquine. Je suis désolé pour la bouteille, pour tout. Chloé a hoché la tête. Merci. Maman et papa ont ajouté leurs excuses. Maître Dubois a pris la parole. Tout le monde est clair sur les termes? Si vous violez une partie de ces accords, Antoine a le droit légal de cesser immédiatement tout soutien. Ces documents sont blindés. Ils ont tous signé. La facture d'hôpital de papa sera payée demain. Le premier paiement de Camille est dû dans 30 jours. L'aide au loyer de mes parents commence le mois prochain. La publication Facebook sera mise en ligne cette semaine. La publication Facebook a été mise en ligne 3 jours plus tard. Tous les trois ont posté des messages similaires expliquant ce qui s'était passé, comment ils avaient organisé la fête secrète, nous avaient exclus, Chloé et moi, s'étaient moqués de son cadeau, m'avaient traité comme un distributeur de billets pendant des années. Les commentaires ont été brutaux. Des membres de la famille demandant à quoi ils pensaient. Certaines personnes les ont défendus, mais la plupart ne l'ont pas fait. Les paiements ont commencé à arriver. Le premier versement de 550 € de Camille est arrivé sur mon compte le 30e jour, pile à l'heure. Puis le deuxième, puis le troisième. La situation médicale de papa s'est stabilisée. Ils l'ont mis à un régime alimentaire et à un programme de médication approprié. Maman et papa ont assisté à chaque session de conseil financier, apprenant les bases de la budgétisation. Après 3 mois, Camille cumulait 3 emplois, Carrefour, une épicerie, un café. Ça l'épuisait, mais elle continuait de faire ses paiements. La dynamique familiale était complètement différente. Pas de sentiments chaleureux, pas de dîners dominicaux. Lorsque nous interagissions, c'était à propos des paiements, des budgets, des nouvelles médicales. Chloé gardait ses distances. Polie quand c'était nécessaire, mais jamais chaleureuse. Elle ne leur avait pas pardonné pour le patchwork, et je ne lui en voulais pas. 9 mois après le nouvel arrangement, les choses tenaient. À peine, mais elles tenaient. Les paiements de 550 € de Camille continuaient d'arriver. Maman et papa en étaient à leur deuxième session de conseil financier. Les 350 € mensuels que j'envoyais pour le loyer aidaient, mais ce n'était pas assez pour être à l'aise. Ils devaient travailler pour le reste. Le Citroën C5 Aircross était toujours dans mon allée. Chloé a suggéré de le garder. C'est un rappel. Les quelques fois où mes parents sont venus pour des réunions budgétaires, ils sont passés devant ce C5 Aircross. Je surprenais parfois papa en train de le regarder. Cette expression de regret mêlée de colère. Je ne leur fais pas confiance, m'a dit Chloé. Les gens ne changent pas si vite. Tu penses qu'ils vont finir par tester les limites? Voir si tu vas plier. Le test est arrivé au 10e mois. Maman a appelé avec ce ton étudié. Antoine, chéri, les dents de ton père sont en mauvais état. Il a besoin de soins dentaires. Probablement quelques milliers d'euros. Et ce n'est pas couvert par l'accord de soutien médical. Nous espérions que tu pourrais aider. En a-t-il besoin pour survivre? Eh bien, non, mais il a mal. Alors ce n'est pas un soin médical critique. Non couvert. Mon fils, il souffre. Maman, nous avons un contrat. Soin médical critique signifie un traitement vital. Les soins dentaires ne sont pas dans notre accord. C'est cruel. Non, ce qui était cruel, c'était d'organiser une fête pour nous humilier, Chloé et moi. Ça, ce sont les affaires. Elle a raccroché. 2 heures plus tard, papa a appelé. Même conversation, même résultat. 2 semaines plus tard, papa a obtenu des soins dentaires grâce à un programme d'aide sociale. Ils avaient trouvé une solution. Le 11e mois a vu Camille tester les limites. Son paiement était en retard. 5 jours de retard. J'ai attendu le 6e jour. Où est le paiement, Antoine? Je suis désolé. J'ai pris du retard.
Le contrat dit 30 jours. Tu es maintenant à 6 jours dans le 12e mois sans avoir payé le 11e. Il te reste 24 jours pour te mettre à jour ou c'est fini. Je l'aurai. 24 jours. Non négociable. Le paiement est arrivé 13 jours plus tard avec un texto. Désolé pour le retard. Ça ne se reproduira plus. Je n'ai pas répondu. Le paiement disait tout. 18 mois plus tard, les choses s'étaient enfin installées dans un rythme. Les paiements de Camille continuaient d'arriver. Elle avait remboursé environ 9 900 € sur les 25 000 €. À ce rythme, encore 3 ans. Son Instagram était pratiquement mort. Elle n'était plus qu'une personne ordinaire qui se battait dans la vie maintenant. Rabaissée. Mes parents en étaient à leur 2e année de conseil financier. Toujours dans cet appartement miteux. Papa chez le roi Merlin. Maman dans un centre d'appel. Ils avaient appris à faire leurs courses dans des magasins discount, à découper des coupons, à planifier les repas. Le ressentiment était toujours là. Je pouvais le voir dans les yeux de papa lors des bilans trimestriels. Il détestait que son fils supervise son argent, mais il continuait de venir. La nouvelle normalité était froide, transactionnelle, solitaire à sa manière. Certains pourraient trouver ça triste. J'appelle ça le respect de soi. Parfois, j'aimerais avoir une relation saine avec eux en tant que famille, mais je réalise alors que nous n'en aurons jamais. Certains ponts restent brûlés, et ça me va. On ne peut pas forcer les gens à vous accorder de la valeur. Tout ce que vous contrôlez, c'est si vous les laissez continuer à vous exploiter. J'ai arrêté de les laisser faire. Maintenant, la vie est belle. Vraiment belle.